et il devra travailler avec notre direction pour créer l'emploi en faveur des personnes avec handicap. Cette direction va travailler avec tout ce qu'il y a pour l'entrepreneuriat. Je vais insister là-dessus parce qu'il ne faut pas que je puisse vous dire des choses qui ne sont pas vraies. Toutes les personnes avec handicap ne vont pas travailler dans les bureaux. Il y aura des catégories de personnes avec handicap, il y aura des personnes avec handicap qui vont remplir les critères de travailler dans des bureaux comme les autres groupes sociaux de notre pays, mais il y en aura qui vont travailler aussi dans l'informel comme des entrepreneurs qui vont créer leur emploi eux-mêmes. Et pour ça, nous devons les accompagner avec le ministère de l'entrepreneuriat. Voilà la première direction qui se retrouve dans notre administration comme direction métier. La deuxième direction va travailler sur tout ce qui concerne l'inclusion sociale des personnes avec handicap. Vous comme moi, nous sommes sans ignorer que la question des coutumes, c'est une pesanteur pour l'inclusion sociale des personnes avec handicap. C'est difficile avec nos coutumes que les gens comprennent que la personne avec handicap a le même statut social que les autres catégories sociales. Il faut que cette direction travaille pour l'amélioration du statut social des personnes avec handicap. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que lorsqu'on voit une personne avec handicap, on ne la considère pas comme une sorcière, qu'on ne la considère pas comme un revenant, qu'on ne la considère pas comme un moins que rien, c'est-à-dire quelqu'un qui est appelé à être à la queue parce que son handicap parle plus que sa personne. Et c'est cette direction qui va travailler pour le changement des mentalités, pour le changement des paradigmes en rapport avec la conception de personnes avec handicap. Et pour arriver à cela, la direction qui s'occupe de l'inclusion sociale va travailler aussi sur tout ce qu'il y a comme initiative de socialisation. Ici, comprenez les cas de sport. Nous voyons beaucoup de personnes avec handicap qui font le sport. Et nous savons que le sport, c'est un mécanisme d'inclusion sociale par excellence. Avec le sport, on peut arriver à mettre d'accord les gens qui étaient dans l'antagonisme. Le sport, c'est un outil par excellence pour mettre les gens ensemble, pour établir l'égalité entre les personnes. Et nous pensons que la direction qui doit travailler sur l'inclusion sociale mettra un accent particulier sur des initiatives sportives, notamment le handisport, mettra un accent particulier sur toute autre initiative qui peut amener à l'inclusion sociale des personnes avec handicap. Et là, la direction ne va pas seulement regarder les personnes avec handicap, mais va aussi regarder les autres, c'est-à-dire les autres catégories sociaux. Les leaders d'opinion, il devra travailler avec les leaders d'opinion, il devra travailler avec les chefs coutumiers, parce que la coutume, c'est les chefs coutumiers qui en sont les détenteurs et qui en sont vraiment ceux qui propagent la coutume. Et nous devons travailler avec les chefs coutumiers. Cette direction d'inclusion sociale devra travailler sur tout ce qui est comme discrimination fondée sur le handicap. Il devra travailler avec le ministère de la Justice pour que tout celui qui va se rendre auteur de la discrimination fondée sur le handicap, il soit puni conformément à la loi. Ce n'est plus le moment où vous êtes discriminé au motif que vous êtes une personne avec handicap, vous allez vous taire. Non. Aujourd'hui, nous avons une loi qui discrimine et qui réprime tout celui qui est auteur. Je parle de la répression de toutes les personnes qui vont se rendre auteurs des discriminations fondées sur le handicap. Et il y a cette direction d'inclusion sociale qui va travailler sur tous ces aspects. Et dans le cadre de la transversalité de la donne handicap, cette direction métier va travailler en connivence avec les autres administrations, d'autres ministères sectoriels. Je parlais du ministère des Sports, je parlais du ministère de Culture et Arts, parce que là, nous avons les questions des coutumes.
Et nous pensons que le ministère des Cultures et Arts va nous aider par rapport à notre culture pour qu'il y ait changement de mentalité par rapport à la perception des personnes avec handicap. Cette direction va travailler avec les artistes parce que nous savons que lorsque nous avons les artistes, le musicien et les autres avec nous, facilement, nous pouvons propager des messages clés pour la transformation de mentalité. Cette direction va travailler avec le ministère de la Justice par rapport à la répression de toutes les discriminations fondées sur le handicap. Cette direction va travailler avec les autres directions, notamment les directions qui parlent des questions des populations. Nous voyons par exemple le ministère du genre pour la prise en compte de la femme avec handicap dans tout ce qui est fait pour la promotion du genre. Nous allons travailler avec le ministère de la Jeunesse parce qu'aujourd'hui, vous savez que la jeunesse fait partie des priorités du deuxième quinquennat du président de la République et nous avons les jeunes personnes avec handicap qui devront être prises en compte dans toutes les initiatives de la jeunesse et notre direction métier qui a la charge de l'inclusion sociale va se rapprocher de ces différents ministères et surtout aussi les ministères qui a la question de la citoyenneté. Vous voyez que c'est très important. Parfois, avec la mauvaise conception des personnes avec handicap qui pensent que, où on pense que les personnes avec handicap n'ont pas le même statut que les autres, on ne veut pas les impliquer dans les actions de citoyenneté. Et nous pensons qu'avec notre direction métier, les personnes avec handicap vont être prises en compte au même titre que les autres catégories sociales parce que cette direction va travailler réellement pour l'inclusion sociale de ces personnes en même temps que les autres administrations. La troisième direction métier, c'est la direction des représentativités des personnes avec handicap dans les institutions. C'est très important pour nous parce que les personnes avec handicap ont été longtemps discriminées. Lorsqu'on a pensé à créer des structures, c'est à peine qu'on peut penser aux personnes avec handicap. Lorsqu'on a pensé créer, même, je ne vais pas revenir sur l'emploi, parce qu'aujourd'hui, si vous demandez combien de personnes avec handicap sont employées en République démocratique du Congo, on ne peut même pas vous donner des chiffres approximatifs. Il n'y en a pas. Et la direction qui va prendre la charge de travailler sur les questions de représentativité, il sera en contact avec tous ces autres ministères. Il va aussi appuyer la première direction dont je parlais ici par rapport à l'employabilité, parce que cette direction aura besoin d'avoir les statistiques. Vous avez créé de l'emploi? Oui. Combien d'emplois ont été créés pour les personnes avec handicap? La direction doit les avoir. Vous voulez créer de l'emploi? Oui. Mais combien d'emplois seront adaptés aux conditions, aux besoins des personnes avec handicap? C'est cette direction qui va travailler. Cette direction aura comme partenaire, par exemple, la FEC, dans le cadre du secteur privé, parce que les meilleurs créateurs de l'emploi, c'est le secteur privé. Et nous devons travailler avec les différents investisseurs qui viennent en République démocratique du Congo. Nous devons travailler avec la FEC, nous devons travailler avec les autres et même avec le ministère de l'Emploi. On va revenir encore auprès de l'ONEM et les autres services pour savoir quelles catégories d'emplois sont créées pour les personnes avec handicap. Pas seulement créer l'emploi pour l'emploi, mais ça doit être des emplois adaptés. Parce qu'une chose est de dire, nous avons l'emploi pour tout le monde. Une autre chose, c'est de comprendre que pour les personnes avec handicap, l'emploi doit être adapté au regard de leurs besoins spécifiques. Et c'est cette administration qui va avoir cette tâche-là de travailler pour la création de l'emploi en faveur des personnes avec handicap, l'établissement des statistiques d'emploi créées. Il a osé là où les gens
où tout le monde hésitait. Tout le monde n'a pas eu l'idée que les personnes avec handicap étaient une catégorie très importante de la République démocratique du Congo. Et cela pendant des décennies. Pour la toute première fois, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrive au pouvoir. Il met dans ses priorités les personnes avec handicap par rapport à leur secteur, toutes catégories confondues. Et pour cela, il crée un ministère en charge des personnes avec handicap et il nomme une femme avec handicap pour qu'elle puisse présider à la destinée de ces ministères. C'était quelque chose qui a étonné pas seulement la République démocratique du Congo, mais ça a étonné l'ensemble de l'humanité qui se disait c'est quoi cette idée d'avoir tout un ministère pour les personnes avec handicap. Et je pense que nous tous, toutes les catégories confondues, nous avions applaudi cette initiative du président de la République en 2019 et cela nous a amené à avoir, il y a eu beaucoup d'attentes de la part de personnes avec handicap qui se disaient avec l'arrivée de notre ministère, nous allons voir nos conditions de vie changer, nos conditions de vie améliorées. Et le président de la République n'a cessé de le répéter aussi bien pendant le Conseil des ministres et même dans ses autres sorties, il a toujours mentionné le fait que les personnes avec handicap et les autres catégories vulnérables font partie de ses priorités. Et je me rappelle, en 2023, au mois de novembre, lorsqu'il lançait la mise en œuvre de la loi organique numéro 22/003 de 2022 portant protection et promotion des droits des personnes avec handicap, il a rappelé cela en disant que non seulement cela c'est par rapport à la question de handicap, de personnes avec handicap, lui tient à cœur non seulement parce qu'il est président de la République démocratique du Congo, mais aussi cela fait partie de son engagement personnel en tant que personne humaine. Il a toujours voulu qu'il n'y ait pas de disparité entre les personnes, entre les individus et surtout entre la population qui a la gestion au niveau du pays. Alors, moi j'ai retenu cela. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, 5 ans après, parce que nous sommes là pendant le deuxième mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous avez l'obligation, le droit de connaître qu'est-ce qui s'est fait pendant les 5 premières années de sa mandature dans le secteur du handicap. Beaucoup se disent, mais nous on a pensé qu'avec l'avènement du ministère, on ne verrait plus une personne avec handicap sur la rue en train de mendier. Beaucoup se sont dit, avec l'avènement du ministère, nous ne pouvons pas avoir des personnes avec handicap qui sont logées dans les centres d'hébergement comme ils sont aujourd'hui. Alors, moi, je suis venue vers vous parce que j'ai eu cette responsabilité et je voudrais vous dire qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire. Je ne voudrais pas rentrer sur comment nous sommes arrivés, qu'est-ce que nous avons trouvé. Tout le monde sait que le secteur du handicap, c'était l'enfant pauvre de la République démocratique du Congo durant des décennies. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons dit nous devons travailler. D'abord, nous devons organiser la gouvernance du secteur des personnes avec handicap en République démocratique du Congo. La première des choses, s'attaquer à cette gouvernance nous a été inspiré. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que quand bien même les personnes avec handicap composaient plus de 13% de la population générale de la République démocratique du Congo, il n'y avait pas une gouvernance étatique pour ces personnes. C'est vrai que pendant des décennies, on nous a dit que les personnes avec handicap avaient comme ministère de tutelle les affaires sociales, mais au niveau des affaires sociales, on n'a pas compris comment on avait organisé la prise en charge des personnes avec handicap, ce qui a fait que pendant des décennies, il n'y a eu aucun service, que ce soit de protection,
que ce soit des promotions, que ce soit d'inclusion, encore moins de participation. Et vous comprenez que lorsqu'il n'y a pas de services, lorsqu'il n'y a pas de structures qui doivent agir pour la promotion et la protection, l'inclusion sociale ne peut pas avoir lieu. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Alors, nous avons dit qu'il faut commencer par organiser la gouvernance du secteur. Et vous savez, au niveau du gouvernement, ce n'est pas le cabinet du ministre qui doit avoir toute la possibilité de pouvoir organiser les choses. Mais au niveau du cabinet, c'est surtout les questions stratégiques. Vous analysez politiquement qu'est-ce qui doit être fait, mais l'opérationnalisation, c'est au niveau de l'administration. Et ces services dont je parle aujourd'hui devraient se retrouver au niveau de l'administration. Raison pour laquelle, à l'absence de tous ces services, on ne pouvait pas sortir les catégories vulnérables ou les personnes avec handicap de la rue où ils sont là en train de mendier. Parce que vous allez les sortir pour les amener où? Il n'y a pas un service qui peut s'en occuper. Nous savons qu'il faut autonomiser ces personnes. Ils ont besoin du bien-être. Ils ont besoin d'avoir de l'emploi. Ils ont besoin d'avoir l'autonomie à travers l'entrepreneuriat. Quel est ce service qui va s'en occuper? Il n'y en a pas. Et dans le souci d'organiser cette gouvernance, la première des choses, nous nous sommes dit, il faut mettre en place l'administration pour les personnes avec handicap. Nous avons commencé, ce que je vous dis ici, les gens qui m'ont côtoyé à partir de 2019 savent que nous avions commencé des réflexions sur ce que devrait être le secrétariat général des personnes avec handicap, juste après ma nomination au niveau du gouvernement. Nous avons eu des réflexions, d'abord en groupe restreint au niveau du cabinet, nous l'avons élargi avec d'autres experts et même les leaders des personnes avec handicap ont été mis à profit pour réfléchir sur ce que devait être les secteurs ou, si vous voulez, l'administration incarnée par le secrétariat général des personnes avec handicap. Avoir un service, avoir une administration, c'est une bonne chose. Mais l'administration doit être bien orientée. Sinon, vous allez être touche à tout et surtout que dans la réflexion, dans la conceptualisation d'une telle administration, vous devez arriver à démontrer la valeur à apporter par une telle administration. C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas avoir un secrétariat général qui soit les doublons des autres secrétariats généraux qui existent. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Parce que la question des personnes avec handicap a été depuis le début, lorsque la République démocratique du Congo a été reconnue comme une république, a été toujours entre les mains du ministère des Affaires sociales. Nous avons regardé au niveau de l'administration des affaires sociales pour comprendre quelle a été la ligne d'orientation par rapport à la question des personnes avec handicap pour leur inclusion sociale. Nous n'avons pas trouvé une référence ou une réponse. Pourquoi? Il n'y avait pas de programme, il n'y avait pas de politique, il n'y avait pas de stratégie, encore moins des lois. C'est comme ça que nous nous sommes dit, nous devons travailler pour doter notre secteur d'une loi. La loi, c'est très important parce que c'est la norme qui va orienter. Aujourd'hui, Irène est à la tête de ces ministères, mais Irène laisse une loi organique qui aujourd'hui sera exploitée par tout le monde. Même après 100 000 ans, tout le monde se dira, en République démocratique du Congo, nous avons une loi organique. Et cette loi organique nous donne les reflets de ce que doit être notre administration. Parce que vous allez voir dans cette loi, d'abord on vous dit qui est à considérer comme personne avec handicap en République démocratique du Congo. Déjà la réponse à cette question qui est donnée dans la loi vous donne quelles sont les personnes que vous devez considérer dans votre administration. C'est qu'en d'autres mots, je suis en train de vous dire que je ne pouvais pas continuer la réflexion sur l'administration sans avoir la loi.
Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. C'est comme ça que, bien que nous avions commencé avec la réflexion sur l'administration, nous étions obligés d'arrêter cette réflexion pour suivre la proposition de loi qui était au niveau du Parlement. Et nous avons suivi là-bas. Beaucoup d'entre vous, je parle des leaders des personnes avec handicap et même les experts d'autres ministères sectoriels nous ont accompagnés pour que nous puissions donner le contenu à cette loi et lui donner une orientation. Parce qu'à partir de cette orientation, même notre administration devait avoir plus de clarté dans son action. C'est comme ça que nous avons travaillé avec les députés nationaux, avec les sénateurs, et là nous sommes en 2019 vers la fin et nous avons travaillé comme ça jusqu'en 2022. Je voudrais que vous compreniez parce que je vous parle de 5 ans après. Et les 5 ans commencent en 2019 jusqu'en 2023. Donc en 2019, nous avons lancé les réflexions sur l'administration et nous avons dû arrêter ces réflexions pour nous attaquer d'abord à la question de l'adoption de la loi par le Parlement parce que cette loi devait nous servir de soubassement juridique pour orienter comment sera notre administration. Et nous avons commencé les travaux avec les députés nationaux. Vous savez, concevoir une loi et travailler pour son adoption, ce n'est pas une chose facile parce que vous amenez, c'est vrai qu'il y avait une proposition de loi au Parlement, mais cette proposition de loi est arrivée au Parlement depuis 2008. Comprenez que le contexte de 2008 n'était plus le même contexte que 2019. Et même le contexte était en train d'évoluer parce qu'il y a eu beaucoup de changements, que ce soit au niveau international, au niveau des personnes avec handicap, qui étaient les contextes où les personnes avec handicap étaient encore en augmentation parce qu'avec la guerre nous imposée par le Rwanda et les autres agresseurs, ça fait que l'augmentation des personnes avec handicap a été vraiment en flèche au point que nous devrions considérer cette réalité et voir comment donner un contenu à notre loi, sans tenir compte du fait que, avec l'avènement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, il avait une nouvelle vision de la personne avec handicap qui était celle de l'autonomiser. Et notre loi devait aussi suivre cette vision du président de la République et tenir compte de toutes les autres innovations. Je parle ici de la gratuité de l'enseignement qui n'était pas encore lorsqu'on avait amené la proposition de loi au niveau du Parlement. Et nous avons commencé à travailler avec le partenaire tenant compte de toute cette réalité. Et en 2022, Dieu merci, les 2 chambres du Parlement vont adopter notre loi organique et le président de la République va promulguer cette loi après l'avis favorable de la Cour constitutionnelle. Donc, si vous me comprenez bien, en 2019, nous avons lancé la réflexion sur l'administration. Nous avons en même temps commencé les travaux avec le Parlement, lesquels travaux ont continué jusqu'en 2022 pour que nous puissions avoir le premier résultat concret qui est la loi organique. Donc, si vous voulez que je vous dise, en termes de redevabilité, le premier résultat obtenu par le ministère en charge des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables, c'est l'adoption de la loi numéro 22/003 portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. Avec ces premiers résultats que nous avons obtenus en 2022, nous avons continué maintenant avec force la réflexion sur l'administration de personnes avec handicap parce que nous avions déjà une orientation. C'est comme ça que nous avons mené des travaux avec les experts de la fonction publique. Ici, j'aimerais que vous soyez très reconnaissants au VPM Liaou, que vous connaissez bien, parce qu'il a compris la vision du président de la République et il nous a donné d'avoir accès aux experts de la fonction publique qui ont été pratiquement mis à notre disposition pendant plus d'1 année pour nous accompagner dans la réflexion afin d'avoir
l'administration appropriée aux personnes avec handicap. Et nous avons continué la réflexion. En 2022, au mois de décembre, nous avons fait adopter les cadres organiques et structurels de l'administration de personnes avec handicap. C'est le deuxième résultat que nous avons eu, d'avoir ces cadres structurels qui matérialisent en quelque sorte le secrétariat général des personnes avec handicap. Parce que le secrétariat général aujourd'hui a comme point centraux le fait qu'il doit être un secrétariat général qui travaille pour la protection des personnes avec handicap, avec des structures et des services bien identifiés, ayant un contenu et sachant ce qui doit être fait. Le secrétariat général a des structures pour la promotion des personnes avec handicap. Le secrétariat général a des services, je m'excuse, a des services et des structures appropriées pour la participation des personnes avec handicap. Et si vous voulez bien, notre secrétariat général aujourd'hui va avoir 8 directions. Il y a d'abord ce qu'on appelle les directions standards que tous les secrétariats généraux ont. Et nous avons 4 directions qui sont des secrétariats, des directions métiers. Ce sont des directions qui montrent la spécificité ou la différence de notre secrétariat général avec les autres secrétariats généraux qui existent. Et si vous voulez bien, les 4 directions métiers prennent en compte la question de l'employabilité des personnes avec handicap, la question de l'éducation des personnes avec handicap. Vous allez me dire, mais il y a déjà la question de l'éducation, nous avons le ministère de l'Éducation, nous avons le ministère de l'Emploi. Mais si nous avons voulu que ça soit des spécificités, c'est parce que c'est à travers l'éducation, à travers la formation, à travers l'emploi et l'entrepreneuriat que les personnes avec handicap auront leur autonomisation. J'espère que je me fais comprendre. La prise en compte de ces axes, l'éducation, la formation, l'emploi des personnes avec handicap et l'entrepreneuriat, c'est parce que nous voulons rencontrer l'axe autonomisation. Il faut que les personnes avec handicap soient autonomes sur le plan individuel, sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan économique et même social. Et pour ça, il faut que les questions de l'éducation, les questions de la formation, les questions de l'emploi soient vraiment, et même de l'entrepreneuriat, soient au centre de cette direction qui devra travailler pour rencontrer tous les besoins spécifiques des personnes avec handicap et servir de relais avec les autres ministères qui ont aussi ces secteurs-là. Je parle ici du ministère de l'ESU, des ministères de l'EPST, du ministère de la formation professionnelle, du ministère de l'entrepreneuriat et du ministère du Travail et Emploi. Nous avons toute une direction. Aujourd'hui, avec notre administration, les personnes avec handicap ne peuvent plus manquer un interlocuteur lorsqu'ils ont besoin de l'emploi. Vous n'avez qu'à venir toquer auprès de notre direction et la direction va travailler avec le ministère de l'Emploi parce qu'au fait, vous devez comprendre que la donne handicap, c'est une donne qui est transversale. Et la transversalité de cette donne doit partir de notre ministère vers ces autres ministères-là pour que eux qui ont la charge de créer l'emploi, ils créent l'emploi aussi pour les personnes avec handicap. Et avec cette direction de métier, la première direction que je venais de citer, nous allons travailler avec l'ONEM, l'Office national de l'emploi. Parce que cet office a la charge de travailler pour l'emploi des personnes en République démocratique du Congo. Et il devra travailler avec notre direction pour créer l'emploi en faveur des personnes avec handicap. Cette direction va travailler avec tout ce qu'il y a pour l'entrepreneuriat. Je vais insister là-dessus parce que il ne faut pas que je puisse vous dire des choses qui ne sont pas vraies.
toutes les personnes avec handicap ne vont pas travailler dans les bureaux. Il y aura des catégories de personnes avec handicap, il y aura des personnes avec handicap qui vont remplir les critères de travailler dans des bureaux comme les autres groupes sociaux de notre pays, mais il y en aura qui vont travailler aussi dans l'informel comme des entrepreneurs qui vont créer leur emploi eux-mêmes, et pour ça, nous devons les accompagner avec le ministère de l'entrepreneuriat. Voilà la première direction qui se retrouve dans notre administration comme direction métier. La deuxième direction va travailler sur tout ce qui concerne l'inclusion sociale des personnes avec handicap. Vous comme moi, nous sommes sans ignorer que la question des coutumes, c'est une pesanteur pour l'inclusion sociale des personnes avec handicap. C'est difficile avec nos coutumes que les gens comprennent que la personne avec handicap a le même statut social que les autres catégories sociales. Il faut que cette direction travaille pour l'amélioration du statut social des personnes avec handicap. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que lorsqu'on voit une personne avec handicap, on ne la considère pas comme une sorcière, qu'on ne la considère pas comme un revenant, qu'on ne la considère pas comme un moins que rien, c'est-à-dire quelqu'un qui est appelé à être à la queue parce que son handicap parle plus que sa personne. Et c'est cette direction qui va travailler pour le changement des mentalités, pour le changement des paradigmes en rapport avec la conception de personnes avec handicap. Et pour arriver à cela, la direction qui s'occupe de l'inclusion sociale va travailler aussi sur tout ce qu'il y a comme initiative de socialisation. Ici, comprenez les cas de sport. Nous voyons beaucoup de personnes avec handicap qui font le sport. Et nous savons que le sport, c'est un mécanisme d'inclusion sociale par excellence. Avec le sport, on peut arriver à mettre d'accord les gens qui étaient dans l'antagonisme. Est-ce que je suis en train de mentir? Non. Le sport, c'est un outil par excellence pour mettre les gens ensemble, pour établir l'égalité entre les personnes. Et nous pensons que la direction qui doit travailler sur l'inclusion sociale mettra un accent particulier sur des initiatives sportives, notamment le handisport, mettra un accent particulier sur toute autre initiative qui peut amener à l'inclusion sociale des personnes avec handicap. Et là, la direction ne va pas seulement regarder les personnes avec handicap, mais va aussi regarder les autres, c'est-à-dire les autres catégories sociaux, les leaders d'opinion. Il devra travailler avec les leaders d'opinion, il devra travailler avec les chefs coutumiers, parce que la coutume, c'est les chefs coutumiers qui en sont les détenteurs et qui en sont vraiment ceux qui propagent la coutume. Et nous devons travailler avec les chefs coutumiers. Cette direction d'inclusion sociale devra travailler sur tout ce qui est comme discrimination fondée sur le handicap. Il devra travailler avec le ministère de la Justice pour que tout celui qui va se rendre auteur de la discrimination fondée sur le handicap, il soit puni conformément à la loi. Ce n'est plus le moment où vous êtes discriminé au motif que vous êtes une personne avec handicap, vous allez vous taire. Non. Aujourd'hui, nous avons une loi qui discrimine, qui réprime tout celui qui est auteur. Avec handicap, dans d'autres cieux, on vous taxe. Il y a des taxes. Aux États-Unis d'Amérique, par exemple, vous prenez dans un parking, vous prenez la place de personnes avec handicap, vous pouvez payer même jusqu'à 50 000 $ parce que vous avez privé la personne avec handicap de sa place. Ici, il n'y en a pas. Mais nous avons mis en place un service de surveillance parce que avec notre administration, nous allons avoir tout cela. L'administration est déjà là. Maintenant, nous sommes à la troisième étape qui est l'étape des recrutements. Et maintenant que je suis en train de parler avec vous, nous sommes en train de finir cette étape. Nous avons, cette première fois, nous avons recruté plus de 4000 personnes pour travailler au sein de cette administration. Avant de venir vers vous ici,
j'étais en train de jeter un coup d'œil parce que le travail s'est fait avec... il y a une première partie qui a été faite par l'ENA, qui consistait à un recrutement par concours. On a fait ces recrutements, ils ont terminé, et il y a une deuxième partie qui s'est faite par titre, c'est-à-dire votre ministère avec les experts du ministère de la fonction publique. Nous sommes ensemble, ça fait plus de 2 mois, pour recruter sur titre. Beaucoup de personnes avec handicap ici, toutes catégories confondues, nous ont envoyé leur dossier avec leur CV, leur titre académique ou soit titre scolaire, et même ceux qui ont fait des formations, qui ont eu des brevets ou autres titres qualifiants. Nous avons eu tout cela et nous sommes en train de travailler pour les recruter. D'ici là, vous allez avoir la publication de toutes ces personnes qui ont été recrutées, et je vous dis que c'est plus de 4000 personnes qui ont été recrutées parce que nous les faisons au niveau de Kinshasa, mais aussi dans les 26 provinces. Nous sommes allés jusqu'au niveau des territoires. Pour la première fois, la fonction publique va donner spécifiquement des matricules aux personnes avec handicap parce qu'ils sont recrutés comme des agents et cadres. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a donné une orientation, ou si vous voulez, une instruction, où il a dit, dans cette administration, il faut que les personnes avec handicap soient majoritaires. Merci beaucoup. Il a dit qu'il faut que ces personnes soient majoritaires. Parce que, vous savez, depuis des décennies, la balance a toujours penché du côté des autres. Les personnes avec handicap n'avaient pas de poids. Si vous mettez les personnes avec handicap sur la balance avec les autres catégories sociales, les personnes avec handicap n'avaient pas de poids. Ils n'ont jamais, je parle de l'emploi, dans le secteur de l'emploi, ils n'ont jamais eu de poids parce qu'ils n'ont jamais été recrutés malgré leur connaissances, leurs compétences, leur créativité. On n'a jamais fait cas d'eux. C'est pourquoi le président de la République, qui voudrait que nous puissions corriger ces erreurs-là, nous a demandé que ces personnes, que nous puissions équilibrer la balance. Les personnes avec handicap, non. On doit savoir combien vous avez recruté. Et lorsque nous allons publier les chiffres ou les nombres que nous avons recrutés, nous allons vous dire le total est de autant. Sur le total de autant, le pourcentage de personnes avec handicap pour ce premier recrutement, la catégorie de personnes sourdes a été recrutée à un tel autre pourcentage. La catégorie de personnes aveugles malvoyantes a été aussi recrutée à un tel pourcentage. Et nous allons même vous donner la catégorie de personnes atteintes d'énanisme a été recrutée pour autant de pourcentages. La catégorie de personnes atteintes d'albinisme a un tel pourcentage. Et même des personnes autistes. Nous ne devons pas oublier ces catégories. Souvent, quand nous parlons de personnes avec handicap, nous voyons que les personnes avec handicap moteur ou les autres catégories, ils se voient facilement. Et nous oublions les personnes atteintes d'autisme. C'est une catégorie. Aujourd'hui chez nous, et c'est là que la direction qui va travailler sur l'inclusion sociale aura un grand travail parce qu'il faut changer la mentalité, la conception des personnes atteintes d'autisme. Dans notre société congolaise, ce sont des personnes qu'on dit « Bakosala nini ». Ce sont des gens qui sont là, on doit les aider, on doit les accompagner. Non. Dans d'autres cieux, la personne atteinte d'autisme, c'est une personne super intelligente. Ça dépend de quel autisme dont vous êtes affecté. Mais ce sont des personnes, moi j'ai vu dans d'autres cieux, ces personnes-là, surtout quand on parle informatique, disons tout ce qui est informatique, ce sont ces personnes-là qui connaissent mieux que les autres parce qu'ils ont des capacités de s'adapter dans ces domaines-là
plus que les autres catégories. Et vous allez voir, ils sont utilisés là-bas. Mais chez nous, qui s'en occupe? C'est pourquoi dans notre administration, nous les avons recrutés. Vous serez étonné que je vous dise, j'ai rencontré des personnes atteintes d'autisme qui sont des licenciés. Et quand je les ai vus, quand ils ont appris que le ministère est en train de recruter, ils sont venus avec leur diplôme. J'ai eu des larmes aux yeux. Ils m'ont dit, maman, depuis que nous sommes là, nous avons fait des efforts. Et ces personnes, quand vous les regardez, c'est seulement, vous fixez les yeux dans leur manière de parler et vous comprenez que ce sont des autistes. Mais quand vous suivez le raisonnement, leur parler, vous ne pouvez même pas imaginer que je suis en train de parler à une personne atteinte d'autisme. Elles sont là dans notre pays. Elles sont là, mais n'ont jamais été employées. Pour la première fois, nous allons les avoir. Et ils ont tout un service qui va s'occuper de leurs questions et ils seront là avec les autres catégories. Donc là, c'est le troisième résultat que nous avons eu. Pour la première fois, le ministère a créé de l'emploi pour les personnes avec handicap. Et aujourd'hui, je vous dis que nous avons créé plus de 4000 emplois. Je me réserve de vous donner les chiffres exacts parce que j'aimerais que lorsque nous allons publier, c'est dans quelques semaines, lorsque nous allons publier les noms de tous les recrutés et nous allons vous donner même les pourcentages, comme je l'ai dit, par rapport à chaque catégorie de handicap. Mais attention, l'administration que nous avons créée, ce n'est pas une administration exclusive aux personnes avec handicap. C'est une administration qui sert de modèle d'inclusion sociale. Pour vous dire que là où vous pensez que les personnes avec handicap ne peuvent pas être considérées comme des cadres et des agents de l'État, nous les avons recrutés et ils travaillent. Donc, les autres administrations doivent être ouvertes aussi aux personnes avec handicap. Là, je vous ai donné les 3 résultats que nous avons eus en premier. C'est-à-dire, nous avons eu la loi organique, nous avons eu la mise en place, disons, la création de l'administration à travers le secrétariat général et nous avons créé de l'emploi à travers cette nouvelle administration en recrutant pour la toute première fois, et ça entre dans l'histoire, que c'est avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il est arrivé, que la fonction publique s'est ouverte aux personnes avec handicap. Et on a lancé pour la première fois ce recrutement. Parce que si nous nous limitons seulement à la loi organique, nous nous limitons à l'administration et au recrutement, il y aura encore des difficultés. Parce que les directions métiers dont je vous ai parlé ont besoin d'avoir des outils de travail. Moi, je vous ai dit, quand j'ai été nommé ministre, je n'ai pas eu d'outils de travail. Et j'avais compris cela parce que j'en ai souffert. Pour que je puisse commencer à travailler, pour avoir une orientation, ce n'était pas facile. Vous vous imaginez, on vous dit, vous êtes ministre des personnes avec handicap. Aucune orientation, aucune loi, aucune norme, aucune stratégie. Je n'aimerais pas que les personnes que nous sommes en train de recruter aujourd'hui au sein de cette nouvelle administration subissent le même sort que moi j'ai eu. Moi, je me considère comme une personne avec handicap martyr. Je subis tout ce qu'il y a comme pression, tout ce qu'il y a comme lacune, qui n'a jamais qui est les résultats de ce qui a existé dans ce pays. Mais parce que nous avons aujourd'hui un leader politique national, je parle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a donné un contenu dans la conception. Qui a donné un contenu par rapport à la nouvelle conception des personnes avec handicap. Je dois donner un support à ceux qui vont venir travailler. Ils ne vont pas travailler dans le vide. Quand je vous ai parlé des directions métiers, chaque direction métier va avoir son support. Ici, j'ai les 4 décrets. Les supports, ce sont les mesures d'application de la loi organique. Parce que c'est la loi organique
qui oriente le travail de l'administration en matière de personnes avec handicap. La loi organique a dit, pour les personnes avec handicap, pour que nous puissions arriver à les inclure réellement et effectivement dans la société congolaise, il faut qu'il y ait la question de la protection, il faut qu'il y ait la question de la promotion, il faut l'autonomisation, il faut l'accessibilité, il faut la participation. Si vous tenez compte de tout cela, c'est alors que les conditions de vie des personnes avec handicap vont changer. C'est alors que les personnes avec handicap vont se sentir réelles. De l'accessibilité, de l'autonomisation, de la participation, de la promotion, il faut que nous ayons des mesures d'application en termes de décrets de Premier ministre. Le ministère des personnes avec handicap va travailler de cette manière avec l'éducation, avec le ministère de l'EPSP, avec le ministère de l'ESU, avec le ministère de la formation professionnelle, et il vous donne des orientations. Ça, ces décrets ici, même ceux-là que nous sommes en train de recruter vont croiser les bras dans le bureau. Ils n'auront rien à faire. Mais Dieu merci, nous avons travaillé avec le ministère sectoriel, leurs experts, avec les leaders des personnes avec handicap, parce qu'il faut que je vous le dise vrai, hein. Nous avons pris l'approche de l'inclusion, commençant par le travail. Le ministère s'est dit, il faut que nous écoutions les personnes avec handicap. Il faut que nous comprenions leurs besoins. Nous ne pouvons pas nous mettre entre les quatre murs et commencer à dire, on va faire ceci, cela. Il faut que les personnes avec handicap soient impliquées. Et beaucoup qui sont dans cette salle ont été impliqués dans le travail de conception de ces décrets. Il y en a même qui sont en province, qui ne sont pas aujourd'hui avec nous, mais qui ont contribué dans la conception de ces 4 décrets. Et vous allez comprendre quand je vais les lire que ces 4 décrets correspondent aux travaux qui vont se faire au niveau des directions métiers pour l'amélioration des conditions de vie des personnes avec handicap. J'ai ici comme premier décret qui a été signé par le Premier ministre Sama Lukonde, parce qu'ici, il s'agit des décrets que nous avons adoptés en 2023, avant que notre première ministre, Maman Judith, ne soit nommée. Donc, tout ceci s'est fait pendant que nous étions encore dans le premier mandat du président de la République, quand bien même la signature est intervenue en 2024, mais ce sont des documents qui ont été adoptés en 2023. Alors ici, le premier décret qui a été adopté et signé par le Premier ministre et moi-même en tant que ministre des tutelles, c'est le décret numéro 24/22 du 7 mars 2024 fixant les modalités d'application de la représentativité des personnes avec handicap dans les institutions en République démocratique du Congo. Ce décret ici sera le support par excellence de la direction représentativité en matière de représentativité pour les personnes avec handicap dans les institutions de la République. Que ce soit les institutions publiques, que ce soit les institutions privées, ce décret ici qui va être le support par excellence qui sera utilisé au niveau de la direction de représentativité. Je ne vais pas entrer en longueur parce qu'au fait, aujourd'hui, c'est le premier pas que nous faisons avec vous. J'aurai à beaucoup travailler avec le média parce que tous ces supports juridiques et réglementaires demandent d'être connus par l'ensemble de notre population. Tant qu'ils ne seront pas connus, nous aurons des difficultés et les médias doivent nous accompagner. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'aujourd'hui, je commence ces premiers pas avec vous. Parce qu'il s'agit d'un premier pas, je vais donner juste l'essentiel et nous aurons d'autres moments où nous allons encore entrer en profondeur pour analyser chaque inscrit dans l'histoire de la République démocratique du Congo, que c'est seulement lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé au pouvoir et lorsqu'il a créé le ministère en charge des personnes avec handicap que nous avons eu les quotas de représentativité des personnes avec handicap, que ce soit dans les institutions publiques,
et comme dans les institutions privées. Et ce décret ici, c'est celui qui matérialise ces quotas. Alors, l'article 4 de ce décret, qui est l'article fondamental de ce décret, dit ceci. Outre l'élimination de la discrimination fondée sur le handicap dans les initiatives ayant trait à l'emploi, telles que les conditions de recrutement, d'embauche, d'avancement en grade, les conditions d'hygiène au travail, la rémunération à travail égal, le maintien dans l'emploi, excepté en cas d'incapacité permanente, les taux de représentation des personnes avec handicap est d'au moins 5% au sein des institutions publiques et d'au moins 3% dans le secteur privé. C'est la première fois que la République a ses quotas pour les personnes avec handicap dans les institutions. Et ça arrive avec le président de la République et avec la création du ministère des personnes avec handicap. Le deuxième décret, c'est le décret fixant modalités pratiques d'accessibilité des personnes avec handicap aux infrastructures, aux aides et autres services sociaux de base en République démocratique du Congo. C'est un décret très important. Ce décret ici sera utilisé par la direction d'inclusion sociale, sera utilisé par la direction qui travaille sur l'accessibilité et l'autonomisation. Ça va leur servir des documents vraiment très utiles. Alors, comme j'ai dit, je vous fais juste des synthèses. Le moment viendra où nous allons entrer en profondeur. Déjà qu'aujourd'hui, nous allons essayer de vous distribuer ces documents pour que vous l'ayez, que vous les lisiez, que vous ayez toutes les questions possibles et nous serons là pour répondre parce que nous devons orienter la République au changement voulu par le président de la République en termes d'inclusion des personnes avec handicap. Alors, ce deuxième décret qui parle de l'accessibilité dans les infrastructures, dans les aides et autres services sociaux de base, je voudrais que nous puissions retenir d'abord les deux articles fondamentaux de ces décrets. C'est l'article 13 et l'article 14. L'article 13 dit ceci. D'abord, l'article 12, c'est trois articles. Il y a l'article 12, l'article 13 et l'article 14. L'article 12 dit ceci. La non-observation de l'obligation d'accessibilité physique et à la communication des personnes avec handicap entraîne une réparation civile à travers le paiement d'une indemnité compensatoire du handicap par le contrevenant. Je voudrais que vous puissiez bien me saisir. Je parle ici encore d'une deuxième innovation qui a été introduite en République démocratique du Congo par l'avènement au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la toute première fois au Congo, tout celui qui ne va pas respecter l'accessibilité, que ce soit physique, en termes d'accessibilité dans les immeubles, dans les transports et autres, ainsi que l'accessibilité communicationnelle pour les personnes avec handicap, il sera réprimandé à travers la réparation civile qui sera effective par le paiement d'une indemnité compensatoire du handicap. Nous introduisons en République démocratique du Congo un terme nouveau qui s'appelle indemnité compensatoire du handicap. On doit payer la non-observation de l'accessibilité. C'est ce que cela veut dire. Si vous ne tenez pas compte, vous construisez un immeuble public, un immeuble ouvert au public, vous ne tenez pas compte des personnes avec handicap, vous êtes passible de payer l'indemnité compensatoire du handicap. Ça n'a jamais existé, c'est maintenant que ça va exister. Et ça fait partie des résultats de l'existence de ce ministère
par la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 5 ans après. En République démocratique du Congo, nous avons maintenant le nouveau concept, l'indemnité compensatoire du handicap. Vous ne voulez pas respecter l'accessibilité, vous ne voulez pas reconnaître aux personnes avec handicap qui doivent avoir l'accès aux services sociaux de base comme tous les autres, vous êtes passible de payer cette indemnité. C'est-à-dire, du moment que ce décret a été signé, l'indemnité compensatoire va être d'application. Alors, avec l'entrée en application de cette indemnité compensatoire, ça va agir dans l'avenir, c'est-à-dire maintenant et pour les jours à venir. Mais nous savons que depuis des décennies, la République, on a construit des maisons qui ne sont pas accessibles. On a eu des transports qui ne sont pas accessibles, mais surtout nous attelons d'abord sur les maisons. Il y a des maisons, vous voyez des maisons vraiment, des hôpitaux, vous voyez des maisons ouvertes au public, des hôtels, vous voyez des restaurants, mais la personne avec handicap ne peut pas y accéder. Or, ces maisons-là existent avant les décrets. Nous ne pouvons pas aller faire payer les responsables de ces maisons l'indemnité compensatoire parce que ça existait avant nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'article 13 qui répond. L'article 13 dit ceci. Un moratoire de 3 ans prenant cours à la date de la signature du présent décret est accordé aux différents propriétaires des immeubles publics ou ouverts au public et aux entreprises de médias pour rendre les 10 immeubles accessibles aux personnes avec handicap. C'est-à-dire tous ceux-là qui ont eu des constructions avant l'arrivée de ces décrets ont un moratoire de 3 ans pour se conformer à ces décrets. Vous comprenez? Et vous comprenez avec moi que l'administration que nous sommes en train de mettre en place aura du travail. Il doit surveiller. Aujourd'hui, nous n'allons plus nous excuser pour dire on ne peut pas faire parce qu'on ne sait pas comment faire. Voici comment faire. L'orientation est avec nous à travers ces décrets. Et nous allons pour cela travailler, pas nous-mêmes. Nous allons travailler avec le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Nous allons travailler avec le ministère des Affaires foncières. Nous allons travailler avec le ministère des Communications et Informations. Nous allons travailler avec beaucoup de ministères pour que cette indemnité compensatoire soit d'application, mais aussi que les gens respectent l'accessibilité pour les personnes avec handicap. Sans oublier le ministère de la Justice. Parce que quand vous n'allez pas respecter, on va sceller votre immeuble. Vous n'avez pas respecté l'accessibilité pour les personnes avec handicap. Et ce n'est pas nous qui allons sceller, c'est le ministère de la Justice. Nous allons travailler avec le ministère de l'Intérieur. C'est la police qui viendra. Ce sont les OPJ qui viendront faire les constats. Et nous aurons nos inspecteurs qui vont accompagner ce travail-là. Vous comprenez que vraiment, la donne handicap, ce n'est pas seulement la donne humanitaire. Et c'est là que beaucoup de gens qui ont dit « Maman Irène est arrivée, elle n'a rien fait », ils n'avaient pas raison. Parce que eux, ils ont l'idée de la donne handicap comme étant une donne humanitaire où il faut venir faire l'aumône aux personnes avec handicap. Mais nous avons considéré que le ministère, c'est pour élever les statuts d'hommes avec des droits et des obligations pour la personne avec handicap. Le ministère, c'est pour autonomiser la personne avec handicap, lui donner la place qu'il lui faut en termes d'emploi, en termes d'éducation, en termes de loisirs, en termes de sport et tout. Il faut que la personne avec handicap soit au même pied d'égalité que les autres catégories sociales. Et ça, c'est le décret qui va nous amener à tout ça. Le troisième décret, c'est le décret qui accorde
les conditions, disons, qui fixe les conditions d'obtention des facilités administratives, fiscales et douanières par les organismes de droit privé œuvrant pour la promotion des personnes avec handicap en République démocratique du Congo. Ce décret est très important. C'est une mesure incitative à la promotion et à l'inclusion de personnes avec handicap. Les 3 premiers décrets que je vous ai lus, ça fixe, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, vous devez faire ci, vous devez vous comporter de cette manière, vous devez accorder aux personnes avec handicap ces droits, vous devez leur faire ceci. Donc, tous les 3 décrets, ça donne des orientations sur ce qu'il faut faire pour que la personne avec handicap soit autonomisée, ait l'accessibilité et soit réellement incluse dans la société. Mais parce que nous avons donné toutes ces orientations-là, nous savons que très souvent, surtout le secteur privé, a horreur de travailler dans le domaine du handicap. Parce qu'ils vous disent, ah, c'est un domaine budgétivore. Vous allez trop donner, mais vous n'allez pas recevoir. La preuve en est qu'aujourd'hui, il y a trop peu de partenaires qui financent le domaine du handicap. Ils vous disent, ah, c'est un domaine trop difficile. C'est un domaine qui demande beaucoup. Maintenant, l'État, votre gouvernement, à travers votre ministère, sur base de la vision du président de la République, nous avons dit, nous devons leur donner, nous devons mettre en place des mesures incitatives. Beaucoup de réformes. Beaucoup de joué kada lobby, beaucoup de ministères na kiti moko, na biki moko na papier moko, les lots salés fort makasi. Ministère les lots comme Obama na mission. Mais vous bangi na ngezali. Vous bangi na ngezali que les soucis na ngezali za bobangi. Sokoza reconduite na gouvernement ya Judith Toloka autososela oyo ako remplacer yo akoya oyo mama ekani mutasali sabo ngafona sala ya ngai na bandela ya zero ezabe kobani na ote mama Irene ya mibale ngana sana ba décret oyo na kena chapitre 2 modalité pratique de représentation dans les institutions au lobby 5% dans les institutions publiques, au moins 3% dans les privés. Le problème est que se poser dans les privés. Par côté les mélanges, alors si on a les mélanges 3%, sanction dans les années. Il y a mis ça tout. C'est bien la réforme de ces pays. Vous savez, vous savez tort. Mais le problème est que mon avis sur le Congo suivi. Comment on a un décret qui garantit un an pour 3 mois. Les lots garantis un an pour 10 mois. Suivi sur le terrain. Et pour ça, les mains, Yasuka. Ma personne vivant, ma personne avec handicap. Nous sommes tout le monde dans la société, nous sommes dans la banque, pour faire ça, nous sommes Ozo compter nini na commettre fin na pratique wana. Mama Irene, merci. Moko apesa kibiso mokumba oyo bamoni musala ndenge saleni nayebi ke ye moko akoyeba ndeli nyako décider na mama na biso Judith bamoni musala parce que bokomona ata na ba décret oyo tozana ngo awa eza na décret moko mama Judith ye moko asinya kiango donc ayebi musala nini to salaki et musala oyo esalemi kaka nga moko te mais to sali na bango elongo alors nde to salaki na bango je crois que bazana posa que ekende liboso parce que posa ya président na biso ezate que to sala makambo moko boye ya likolo baloba ke non moni ba pesa ba handicapé ministère alors que eloko moko ya malonga ezate so botali bien ata bino moko tango boko tanga article par article vous allez comprendre que pona to koma na quoi faire adopter ba décret oyo ezalaki ba réflexion ya makasi surtout en ce qui concerne sa vision donc ngai nakoki kopesa yo et à noter mais pour ça nanga ezali que ba aki oyo ezala consolider parce que eza musala makasi ya ko concevoir alors etika la te lettre morte ndengo lobby yango esengeli vraiment ekota na misala ba handicapé ba vivre fruit ya musala oyo parce que bango pe ba contribuer ki na kati
Alors, deuxième question, est que dans le chapitre 2, il y a décret ezate bakoki koboya kosala yango. Il y a liboso na oyebiso boende kozulu. Omoni décret dans tous les pays du monde. Les décrets ici, ils ont arrêté, ils ont décret, ils ont mesures réglementaires. Nandenge ya droit balobaka ba mesures réglementaires oyo au sens large eza neti eza mobeko ezwami pona mboka wana. Bato bazali koya comme des investisseurs parce que le secteur privé c'est d'abord les investisseurs, c'est d'abord ba créateurs ya ba entreprises, ezala ba congolais, ezala ba internationaux. Alors, du moment que le gouvernement a adopté Moubekou Oyo, on a bango esengeli bato sa yango. Mais ceux qui bato si yango te, et là qu'on y comme la bango, au moni awaboy, tobimisaki na laksaki bino 4 décrets. Et ça na décret moko, et ça coupé ça ba avantage. Et ça na eloko moko te secteur privé, à l'ukakate neti exonération, neti exemption, neti ba avantage fiscal, ba avantage fiscaux, avantage administratif, to douanier. Toyeba ki yango. Yango tokendeki ko simba bango na bisika bango balukaka. Parce que soko ke na ministère à plan. Et puis eloko to salaki yango tango maman Judith aza na plan. To lobaki ke bango comme bayaka koluka exonération. Soki baye pona makambo exonération, soki baye balakisi biso ke baza ko respecter makambo biso to lobeli pona ba personne avec handicap, facilité ya kozwa ba exonération wana na ba exemption et ko komela bango. Mais ceux qui basali yango te bakozala soumis na ba restriction ya loi parce que baza ko respecter pe o ya biso te. Donc osoko tali ba décret na biso eza un peu ko se compléter. Toyeba ki parce que totanga ki c'est pourquoi je vous ai dit que moment ya ko koma ba décret oyo ezala ki moment moulayi parce que to sala ki une réflexion en profondeur pour na koyeba toyebi ke domaine ya handicapé ba tebele ba nga roto sangote. Mais tout ça la nini po to komisa bango na ndenge te sengeli bato sa yango yango no moni ba décret yo eza ko se compléter. Troisième question na yo ezali que mesure nini ya suivi tozui pour na ba réforme nyonso yo ndeko zulo moni na lobaki que soki bomo ne bandeli tango na bandaki nanu na loi après et na bandaki nanu na secrétariat général après na kati na koti na loi na ekozonge la secrétariat général na kati ya secrétariat général na biso toza na tout un service. Au fait l'administration c'est celui-là qui doit aussi suivre, doit mettre en application ba réforme. D'abord nalingaki kozwa tango tozui loi tozui ba mesure d'application et sengeli tozwa organe de mise en œuvre avant to lobela organe de suivi. Organe de mise en œuvre ezana nous administration wana yango eko matérialiser toutes ces réformes sur terrain avec l'orientation il y a parti politique du gouvernement, c'est-à-dire au moins na gouvernement le ministre il y a un parti où il y a la stratégie politique, mais l'administration c'est la partie qui voit l'opérationnalisation de ces différentes stratégies et autres décisions. Alors biso tolobi ke il faut tozwana un organe de mise en œuvre, les organes de mise en œuvre tozanango. Maintenant organe de suivi par rapport au suivi. Ce qui awa nazaki koyeb sabino nalobaki que je fais la synthèse des résultats on a vu ko benga des résultats clés. Mais makambo ebele salemi na ministère na biso. En dehors il y a administration, tozana ba structure mususu o to créer on a ko suivre mise en application ya ba réforme oyo. Moko ya ba structure wana tozana structure o ebengami conseil consultatif sur le handicap. Et ça structure moko indépendante, il y a gouvernement, et ça peut société civile parce que ça association té, mais ça structure oyo ekobanda ko landela pe koyeba ni nezo salema ko conseiller ezala au niveau ya gouvernement, au niveau ya parlement, au niveau ya ba secteur privé ko conseiller bango ke bokeba
awa tolobaki boye mais namoni bokomi kosala boye. C'est pourquoi tu bengi yango conseil consultatif parce que bakoki ko consulter yango pona ko pesa ba vie mais yango pe ekoki ko pesa ba vie. Et puis conseil wana ekobana ko produire un rapport parallèle. Il y a ba réforme nyonso auto sali ekobana ko lakisa que non après toute une année voilà l'état de mise en œuvre ya ba réforme. Wana ezali moko ya ba structure. Mususu structure auto créer ezali to créer te mais ya ba structure auto kuti na kati ya loi parce que loi organique ndaza ko orienter biso. Biso to sali kaka ko mettre en application loi. Alors structure mususu ezali cadre de concertation des personnes, des associations des personnes avec handicap. Ndeko Zulu muto akoki kolobela yo koleka yo moko azate esengeli ba handicapé ba surveiller bango moko mise en application ya ba réforme. Alors bako surveiller ngo ndenge nini c'est à travers les cadres de concertation. Cadre de concertation wana eza organe moko très important oyo ekobanda kopesa ba opinion ya ba personne avec handicap. Koloba ke l'état na biso eza kosala boye. L'état na biso eza kosala boyete. Ba secteur privé baza kotosa boye, baza kotosa boyete. Donc cadre de concertation eza moko ya structure auto mettre en place. En fait, tosi tozu arrêté. Ah on attendait bino juste ba décret, mais eza na ba structure mususu to créé par arrêté, notamment le cadre de concertation wana eza installé dans toutes les provinces. Et Sengelis Koto benga ba personne avec handicap to accompagner bango pour ba désigner ba animateur ya cadre de concertation pour ba kozala les organes de suivi de la mise en œuvre. Et puis bango bazana interpellation parce que ils portent l'opinion des personnes avec handicap. Reprisité ba handicapé bazana capacité de créativité munene. Il suffit ko accompagner bango na ba makanisi na bango ko financer bango. Ce sont des entrepreneurs, papa. Ce sont vraiment des entrepreneurs au même titre que les acteurs économiques mais qui les financent. Lelo avec les fonds que nous avons créés, bakoki ko monter un projet balobi ba somba bateau na bango, bako somba bango, bako financer bango. Il suffit moi makanisimité. Vous comprenez? Et tous en idée à créer des coopératives, pour pousser les personnes avec handicap à s'organiser en coopérative. Parce que c'est plus facile de financer des coopératives économiques handicapées que de financer des individualités. On va le faire. Et comme on a les fonds, ça va passer. Merci. Je jette un regard sur la loi de finances, l'exercice 2024. Parmi les innovations, je n'ai pas vu la question de l'autonomisation des personnes vivant avec handicap. Je peur que le gouvernement vous endorme. Et surtout, on a basculé vers un budget programme dont à moyen terme, les grands axes vont jusqu'en 2026. Excellence, combien on vous a donné pour faire tout ça? Est-ce dans la loi de finances, il y en a? Ou s'il n'y en a pas, quelle garantie avez-vous de pouvoir obtenir le fonds nécessaire pour pouvoir matérialiser tous ces grands projets, parce qu'on parle de plus de 13 millions. Ma préoccupation, lorsque vous répondez à la question de Nekosolo, vous avez dit mais moi, je fais un constat vers Sabina, les handicapés, les personnes handicapées, particulièrement les aveugles, comme s'ils sont presque plus visibles. Est-ce que vous les avez recrutés ou on les a chassés de cet endroit-là? Et puis ma deuxième question, c'est par rapport à ce genre d'exercice. J'aurais souhaité que ça soit vraiment que vous les fassiez régulièrement, parce que j'ai découvert vos qualités aujourd'hui. Donc vous êtes vraiment une femme qui a beaucoup de connaissances, qui parle bien, et que prochainement, si vous êtes reconduit, que vous fassiez régulièrement ces genres d'exercices, parce que vous savez, les Congolais ne creusent pas à fond, ils se demandent est-ce que ces ministères, qu'est-ce que ça fait, on ne sait pas, mais aujourd'hui on a quand même découvert vos qualités, c'est que vous avez déjà fait. Je voudrais, madame, avoir votre réaction par rapport à une proposition qui a été faite à la première ministre
sur la suppression de ces ministères. Comment réagissez-vous à cela? Il y a une structure qui a proposé à la Première ministre de supprimer votre ministère, soi-disant qu'il discrimine jusqu'à aujourd'hui les personnes vivant avec handicap. Je suis Ruth Dinanzé de FM Télévision. Madame Irène Sambo, ma question concerne la loi organique en son deuxième volet qui est le recrutement. L'administration publique fixe quelques critères pour intégrer cette administration. Il y a le critère âge. Concernant votre ministère, quelle tranche d'âge concerne les personnes vivant avec handicap pour leur recrutement au sein de votre ministère? Et ma deuxième question, je vais la poser en lingala. Ça concerne le troisième décret dans son deuxième volet concernant la promotion et l'inclusion. Motuna langue ezali boye, eza na bandeko, ba PVH oyo bazali na ba guide. Guide wana banda bo mwana azaki ko accompagner parents na ye to yaya na ye, azui espace ya kota na éducation te, accéder na éducation te. Est-ce que loi organique to ba décret oyo est concerné pe ba guide wana ya ba PVH oyo bazui basali accès na éducation te? Motuna na ngai. Pour que je puisse me mettre debout, que je marche, j'ai besoin d'avoir certains outils, supports pour mon autonomisation individuelle. C'est comme ça que quand on parle, c'est ça qui fait même la spécificité de la donne handicap. Parce que la donne handicap, quand vous prenez certaines questions qui se sont toujours posées sur d'autres personnes, quand vous les mettez dans le cadre du handicap, ça prend d'autres exemplaires. C'est comme ça que l'autonomisation pour la personne avec handicap va entrer dans le secteur de la santé. Le secteur de la santé, et c'est là que la donne handicap devient une donne transversale. D'où nous sommes venus, parce que nous nous sommes posé beaucoup de questions pour arriver à ce que nous avons fait ici. Nous avons regardé si la question de l'autonomisation avec la personne avec handicap, ça prend plusieurs aspects. Il y a l'autonomisation en tant qu'individu, des béquilles pour cette personne. Il faut lui donner des prothèses, des orthèses. Tout ça, ça entre dans le cadre de ce qu'on appelle autonomiser la personne avec handicap. Et là, vous êtes encore sur sa personne. Vous n'avez pas encore touché l'autonomisation économique. Parce que c'est une personne, quand on a fait des analyses au niveau de la Banque mondiale, à part les femmes, parce qu'on dit que la femme, c'est elle qui a, disons, c'est l'être le plus pauvre dans notre pays. Parmi les pauvres, elle est l'une des personnes les plus pauvres de la République. Sans oublier que la figure de la pauvreté, c'est aussi la figure du handicap. Sur 10 personnes avec handicap, à peine vous avez 2 personnes qui peuvent vous dire nous avons un peu de moyens. Ce sont des personnes qui sont vraiment dans la catégorie des pauvres, des plus pauvres. Alors, avant de toucher à cet aspect de pauvreté, pour l'autonomisation économique, on commence par autonomiser l'individu. Après l'autonomisation de l'individu, il y a l'autonomisation sociale. Comment vous pouvez l'autonomiser? Et ça prend les aspects d'acceptation. Vous voyez, tel que je parle avec vous là, j'ai été travailler pour que je m'accepte, afin de vous affronter. Sinon, ce sont des personnes qui se disent « Ah, biso, tozana biso kakaboy ». Pas seulement qu'elles-mêmes ne s'acceptent pas, mais la société ne les accepte pas. Il faut travailler sur l'acceptation, parce que du moment que la personne s'accepte, c'est déjà un pas vers son autonomisation. Vous voyez que l'autonomisation, sous le regard du handicap, n'est pas qu'économique. Ça prend d'autres aspects. Alors, quand vous me posez la question, vous dites que non, dans les budgets, on n'a pas pris l'autonomisation. J'ai compris que vous êtes sur l'autonomisation économique. Mais moi, je vous dis que c'est pris en compte parce que ce n'est pas que autonomisation économique, c'est d'autres aspects aussi où la santé doit intervenir, où les autres, quand nous parlons des sports là, c'est pour amener les personnes avec handicap à s'accepter, à être acceptées aussi par les autres, tout ça. Maintenant, je vais chuter sur l'autonomisation économique. Ça a été pris en compte. Lisez les budgets, vous allez voir que le fonds
dont je parle ici, ça, on a créé toute une ligne budgétaire pour les fonds. Mais je suis d'accord avec vous quand vous dites que le budget est faible. C'est vrai. Vous ne savez pas quelle est la lutte que nous avons menée pour que le budget de la République reconnaisse les dépenses pour les personnes avec handicap. Quand on m'a nommé en 2019, si vous regardez dans les annales du gouvernement, vous allez voir que le premier avant-projet des budgets nationaux en 2019 n'avait pas une ligne budgétaire sur le handicap. Nous avons dû mener un plaidoyer où le président lui-même est intervenu pour dire créer une ligne budgétaire pour le secteur du handicap. Ça n'a jamais existé. Et quand on nous a créé, les ministères de budget avaient des difficultés parce qu'ils m'ont dit, maman, créer une ligne budgétaire, c'est bien. Mais selon la loi budgétaire, il faut qu'on vous crée maintenant, qu'on justifie. Tel argent, on va le mettre là-bas comment. Ce n'est pas qu'on vous crée, on vous donne l'argent comme ça. On doit expliquer, il y a ça, il y a ça. Et tout ça, nous, on n'avait pas. C'est comme ça qu'en 2019, par exemple, notre budget était de 0,02. Vous comprenez? Maintenant, en 2020, nous avons travaillé, c'est devenu 0,04.